Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste consacrée aujourd'hui au bouddhisme et au monde des affaires. À première vue, l'univers des entreprises et celui du bouddhisme semblent assez incompatibles. Le premier, principalement intéressé par la production, le profit et la croissance, apparaît comme à l'opposé du second, axé sur la compassion envers autrui, soucieux du bien-être de l'humanité et de la préservation de la planète. Pourtant, nous allons voir que ces deux sphères sont loin d'être irréconciliables, qu'elles peuvent même se compléter et offrir un nouveau mode de pensée basé sur un système de valeurs humanistes. Alors en quoi les concepts du bouddhisme peuvent-ils être appliqués au management? Comment diriger une entreprise en respectant ses valeurs? Quels conseils pourrait-on donner aux managers? Comment tenter ensuite de mettre en application ces principes bouddhistes dans le monde pour un meilleur respect des personnes et de l'environnement? Pour répondre à toutes ces questions, j'accueille Bernard Ortega. Bernard Ortega, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez rencontré le bouddhisme il y a bientôt une trentaine d'années. Vous êtes un disciple de Tokten Rinpoche. Ancien homme de théâtre, acteur et metteur en scène, vous êtes maintenant devenu coach pour les cadres supérieurs d'entreprise. Exact. Oui. Et j'ajoute que vous vous rendez souvent en Inde, au Tibet et au Népal pour recevoir des enseignements ou des initiations. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Alors, Bernard Ortega, on associe difficilement bouddhisme et business. Est-ce que c'est vraiment antinomique d'après vous ? Si on parle du bouddhisme, ça peut être antinomique pour quelques-uns, mais après tout, il faudrait redéfinir le bouddhisme. On pourrait parler plutôt de sagesse. Et si on parle de sagesse, personne ne peut dire que c'est antinomique. La sagesse n'est pas antinomique, au contraire. Donc, si on parle de Monsieur Gautama, par exemple, qui était un sage avant d'être bouddhiste, eh bien, on pourrait dire, on va suivre la sagesse de Monsieur Gautama qui nous enseigne des choses pour mieux vivre. Et ainsi, l'antinomie, il n'y en a pas. L'antinomie, c'est surtout les gens qui détruisent leur terre, qui détruisent les relations humaines, etc., etc. Là, c'est antinomique, mais pas le bouddhisme. Quand même, le but de toute entreprise, c'est de générer du profit. Quelle est la vision bouddhiste du profit ? Déjà, avec le mot profit, quelquefois, il est un petit peu péjoratif. On dit bien, tu as profité de moi, tu as vu comme il en a profité, etc. Et puis, derrière profit, il y a peut-être le mot bonheur, il y a peut-être le mot richesse. C'est là où on doit réévaluer les choses. Qu'est-ce que c'est que la richesse? Est-ce que la richesse apporte le bonheur? Moi, je connais des gens riches qui sont d'une pauvreté terrible, qui souffrent terriblement, qui ont des problèmes psychologiques, qui sont riches. Et je connais des gens pauvres, dites pauvres, qui sont heureux. Donc, peut-être que là, il faut repenser la définition de la richesse et du profit. Mais est-ce que finalement, ce n'est peut-être pas les moyens pour y arriver qui doivent être mis en question Oui, mais les moyens, c'est quoi? C'est d'abord la relation humaine qui doit être en avant. Et c'est le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que cette relation humaine est en train d'être complètement étouffée, alors que c'est l'outil de travail. Ce sont les hommes qui travaillent autour de nous. Nous avons des hommes, nous avons des techniques, nous avons des caméras, mais nous avons des hommes surtout. Donc si on ne s'occupe pas d'eux, il y aura un gros problème. Et c'est le problème qui est en train d'arriver. Mais concrètement, on sait que la pensée bouddhiste est très riche. Qu'est-ce qu'elle peut apporter à la gestion des hommes dans l'entreprise ? Elle peut apporter surtout la relation humaine. Encore une fois, je crois qu'on y revient. Il me semble que lorsqu'une relation humaine est équilibrée dans une entreprise, ça se ressent et on a envie de cette entreprise, on a envie du positif qui se dégage de cette entreprise. Moi, je suis client de quelqu'un, d'une boutique, je vais aller vers quelqu'un qui est souriant, où on sent déjà une harmonie. Ça me paraît tellement évident, ça. Donc, je crois qu'ici, cette relation humaine, elle est de plus en plus importante. Et tant qu'elle va, nous voyons aujourd'hui, il y a une dépréciation extraordinaire. L'absentéisme de ce qui se passe dans les sociétés, les excès en tout genre, les problèmes que nous avons au niveau des relations interpersonnelles. Je crois que si ça s'était réglé, s'il y avait vraiment un effort dans ce sens, nous verrions une dynamique dans une société. Et ça, c'est très concret. Les relations interpersonnelles dans les sociétés, on sait que c'est le problème majeur qui empêche toute l'efficacité. Ça, c'est pas nouveau. Donc, ici, le bouddhisme pourrait apporter beaucoup, en tout cas, l'esprit bouddhiste, pour ne pas dire l'esprit de sagesse, pour ne pas dire l'esprit humain. Pour un meilleur respect entre les employés notamment. Évidemment. Mais alors, c'est pas toujours facile non plus d'appliquer les principes du bouddhisme au monde des affaires. Quels peuvent être, selon vous, les principaux obstacles ? Je dirais presque le principal obstacle, ça va être le court terme.
puisque nous sommes comme des malades prêts à tuer le monde parce que nous ne voyons qu'une chose, c'est de l'attraper et je crois que c'est le court terme. Le court terme, c'est la définition même de l'ignorance. Et nous le voyons tous les jours. On voit bien que tous les jours, si on veut quelque chose trop vite, eh bien on va avoir des conséquences. Nous le voyons dans le quotidien. Donc le principal obstacle, c'est le court terme. Et ça, c'est difficile. Alors on le voit de nos jours avec la concurrence effrénée que se livre, la course effrénée à laquelle se livrent les entreprises. Est-ce qu'une entreprise qui vit selon des principes bouddhistes a vraiment une chance de s'en sortir? Vous savez, une entreprise bouddhiste, ça ne veut pas dire une entreprise qui va aller à contre-courant, qui va marcher à contre-courant. Au contraire, si elle a, comme on le disait, des bons produits, ceux-ci vont être achetés plus que les autres. Donc, non, je pense qu'ici, il faut réfléchir encore une fois à ce que l'on appelle par le court terme, il faut réfléchir à ce qu'on appelle le mouvement des valeurs humaines, et vous allez voir que par là, il y aura quelque chose qui va se prononcer. On parle de crise économique, par exemple, hein, mais vous avez vu en gros titre sur les journaux, crise, par exemple, crise d'identité ou crise comportementale. Je pense que quand même la crise économique, elle n'est pas toute seule. C'est quelqu'un qui l'a fait. C'est qui? Nous sommes où? Ce ne sont pas les arbres, ce ne sont pas le soleil, ce sont les hommes qui font la crise. Donc où est le remède? On connaît maintenant le malade, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, à la tête de toute entreprise, il y a un manager. Mais est-ce que finalement, il ne faut pas d'abord essayer de se manager soi-même, d'adopter une conduite juste, avant d'essayer de diriger les autres? Évidemment, il y a des hommes et des femmes qui viennent travailler dans mes séminaires, ce qui prouve que ça existe. Et ça demande évidemment de prendre de la distance, la relativité. Mais la relativité, c'est l'efficacité. On pense toujours qu'il faut toujours marcher, courir, etc. Mais s'arrêter pour voir où on va, c'est pas mal non plus. Alors que les gens pensent, enfin le plus souvent, hein, c'est que si nous nous arrêtons, ça y est, on va s'astreindre à autre chose, on va couper quelque chose. Au contraire, prendre du recul, à mon avis, c'est pour cibler encore mieux, quoi. C'est pour couper le fil émotionnel, c'est pour couper la pression. Donc si on coupe la pression, eh bien, on atteindra mieux son but, ça me paraît tellement évident. Donc, distance, relativité. Hein. Pour aussi, donc, adopter une parole juste, une conduite juste. Exactement. Et c'est ce à quoi peut aider la méditation. Oui, et puis parce que c'est très important pour les hommes d'entreprise, la méditation. Oui, on voit ça de plus en plus. Oui, et il y a de plus en plus, j'en sais quelque chose, des cadres, des dirigeants qui pratiquent maintenant la méditation. Il n'y a pas que James Bond. Hein. Je ne sais pas si le dernier le fait. Mais la méditation, en plus, il faut le définir. La méditation, c'est pas s'arrêter. C'est ici et maintenant, comme on dit. Hein. Le zen dit ça et d'autres bouddhistes disent ça. Donc ça veut dire que, au fond, je pense aux samouraïs, les guerriers, hein, les guerriers. S'ils n'avaient pas la méditation le matin, ils ne rentraient pas le soir. C'était une expérience, ils le disaient, hein, c'était comme ça. Donc aujourd'hui, les guerriers économiques qui sont là autour de nous, ils ne connaissent pas ce produit extraordinaire, naturel, qui est là, il n'est pas très cher, hein, il demande du temps, certes, qu'ils n'ont pas, soi-disant. Mais lorsqu'on pratique ça, on sait qu'on peut aller vers l'avant. C'est quelque chose de très actif, la méditation. C'est pas du passif, hein, c'est assez amusant ça, de penser ça. Enfin, que des gens pensent encore ça. J'espère qu'après l'émission, il y en a qui seront éclairés par rapport à la méditation. Alors, une fois que ces managers ont acquis, grâce à la méditation, entre autres, une conduite plus ou moins juste, comment est-ce qu'ils peuvent l'appliquer au reste de l'entreprise ? Comment ils peuvent l'appliquer? Je pense que déjà, en étant un exemple, on peut le faire appliquer à l'entreprise. Mais si on ne l'applique pas sur soi, comment on peut transmettre cela et dire à d'autres, faites ceci, faites ce que je ne fais pas. Donc ici, vous savez, hein, il y a le dire et faire. Nous avons beaucoup de gens qui parlent, qui écrivent beaucoup de choses, mais qui ne font pas beaucoup. Ici, voilà l'exemple. Nous sommes en train d'avoir l'exemple type. Le manager fait ce qu'il doit faire et ainsi peut impliquer une autre action à ses collaborateurs, etc. Il sera un exemple. Ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de responsabilité universelle entre les entreprises elles-mêmes? Après tout, on vit dans un monde interdépendant, interconnecté. Et donc, du coup, ça peut avoir aussi des conséquences sur le respect de l'homme, de l'environnement. Vous avez dit le mot, interdépendant. À partir du moment où on pense qu'en faisant n'importe quoi, on n'aura pas un résultat correspondant, il y a un gros problème. Et je pense que les hommes qui n'ont pas cette vision globale, c'est pour ça que plus ils vont peut-être se détacher et non pas s'abstraire, encore une fois, plus ils vont avoir cette vision globale. Et à partir de là, on voit bien que l'interdépendance est totale. Ce n'est même plus du bouddhisme ici, c'est de la sagesse, c'est de la cohérence.
Et je crois qu'il y a un très grand manque de cohérence, de sagesse, donc de distance des managers qui ne feraient pas cette action. Donc vous avez aussi le sentiment qu'il y a un manque d'éthique? L'éthique, vous savez, il y a beaucoup de causes à l'éthique, mais je crois que les sources principales, c'est l'égoïsme et l'ignorance. Si je fais un geste, n'importe quel geste, sans savoir ce que je fais, et si je me crois tout seul, eh bien, évidemment, où est la notion d'éthique? Elle ne peut pas exister. Donc, je crois que l'ignorance et l'égoïsme sont les deux terreurs qui règnent sur ce monde. Alors, Bernard Ortega, je le disais, vous êtes coach pour dirigeants d'entreprise. Qu'est-ce que vous leur faites faire pour les aider? Déjà, on travaille sur des choses concrètes, c'est-à-dire déjà sur le corps. Déjà de se sentir, comme on dit, on parle de distance, on parle de méditation, de se sentir plus à l'aise avec eux-mêmes. Ils seront déjà un peu plus à l'aise avec les autres. Donc déjà, ils auront une vision plus claire. Donc déjà, de les mettre bien. Donc on fait un travail qui est très physique, au niveau comportemental. Il se base sur la communication, puisqu'il paraît que pour aller échanger vers les autres, il faut être bien avec soi. Donc déjà, si on les met bien avec eux, on a des chances, après, qu'ils soient bien avec les autres, et que cette synergie fonctionnant, eh bien, ils peuvent être efficaces, ils peuvent correspondre à cette sagesse bouddhiste dont on parle. Donc, il y a plein d'exercices qui sont nombreux, que je ne pourrais pas décrire ici. Il faut venir pour les voir. Vous pouvez pas nous donner un petit résumé quand même de ce... Si, bien sûr. On travaille sur quand je dis le comportemental, par exemple, si on prend l'idée de la méditation dans le travail des séminaires, eh bien, ça va pas être le tir à l'arc ou ça va pas être le guerrier samouraï. Mais par exemple, lorsqu'on fait rentrer une personne qui doit ouvrir une porte pour être juste, eh bien, vous allez voir que cette personne va ouvrir cette porte au moins 40 fois. Pourquoi? Parce qu'on lui apprend tout d'un coup à être présent, à être ici, là, maintenant, à être présent. Et ça, tous les exercices qui correspondent, ça va être lié, que ce soit au verbe, que ce soit vis-à-vis du corps, que ce soit vis-à-vis du comportement, etc. Mais à être présent, à être juste. Et tous les exercices qui vont correspondre à ça, dont je vous parle. Et on peut préciser également que les gens qui viennent vous voir ne sont pas forcément bouddhistes. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Ils ne sont pas forcément bouddhistes parce que dans ce cas-là, je n'ai pas à être bouddhiste. J'ai à surtout valoriser la sagesse, c'est-à-dire un monde plus équilibré, afin que tout le monde en profite. Et ils ne seront pas les derniers à en profiter. Au contraire, ils seront riches, mais avec une tête haute et puis bien dans leur peau. C'est pas mal déjà. Bernard Ortega, vous venez vous-même, je le disais, d'un monde qui est loin d'être serein. Bon, le milieu du théâtre, du cinéma, c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que le bouddhisme vous a apporté? Je ne sais pas si c'est le bouddhisme qui m'a apporté à ce moment-là ou si je me suis nourri du théâtre pour devenir bouddhiste. Vous savez, quand on est sur la scène, quand on travaille un rôle, le mot distanciation est indispensable. Brecht a parlé de ça, et beaucoup d'hommes de théâtre. Donc déjà, d'avoir cette possibilité de connaître la distanciation. Déjà, c'est ne plus se prendre au sérieux. Déjà, on devient presque sage. Je dis presque, parce que sinon tous les comédiens seraient sages. Mais donc, ça m'a beaucoup aidé, puisque déjà, de par le travail que j'ai fait avec les acteurs, pas seulement sur moi, mais aussi sur les comédiens que j'ai dirigés, je me rendais compte du monde des émotions, puisque c'est le monde des émotions qu'il faut gérer. Et donc, en maîtrisant ce monde, n'est-ce pas, pour qu'ils soient plus parfaits dans leur interprétation, eh bien, nous avions aussi l'être humain, l'homme. Et là, ça fait poser des tas de questions. Shakespeare dit des choses qui sont pas loin du Bouddha, Beckett dit des choses très intéressantes à ce niveau-là, etc. Et donc, le lien, le pont, il s'est fait naturellement. Donc, finalement, pour conclure, on pourrait en revenir à ce que préconisait le Bouddha, conduite juste, parole juste. Finalement, ça marche aussi pour l'entreprise. Là, vous avez tout dit. Merci beaucoup, Bernard Ortega, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Pour terminer, voici quelques ouvrages. Tout d'abord, ce que le bouddhisme peut apporter aux managers, de Sa Sainteté le Dalai Lama et Lorenz van den Musenberg, aux éditions Vuibert. Un livre passionnant, fruit d'un dialogue singulier entamé il y a bientôt 20 ans entre le Dalai Lama et un chef d'entreprise qui explore et analyse l'apport potentiel des concepts bouddhistes au monde de l'entreprise. Leçons de bouddhisme pour l'entreprise, manager au-delà du profit, de Lloyd Field, publié chez Maxima et préfacé par Sa Sainteté le Dalai Lama. Et enfin, la sagesse bouddhiste appliquée au monde des affaires, de Michael Roque, publié aux éditions Stanké. L'auteur, moine bouddhiste, nous raconte à travers sa propre histoire comment, en intégrant le monde des diamantaires new-yorkais, il a réussi, en appliquant les préceptes du bouddhisme, à faire de cette entreprise une multinationale florissante. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique « Tous les programmes » et « Chemin de la foi ». Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée et une très belle semaine. On se retrouve dimanche prochain.